Isabelle Maréchal. Votre voiture est prête, prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture. Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi, Bon, voilà, bien des affaires à changer. On va parler des véhicules usagés tout à l'heure avec Antoine. C'est sûr que des fois, tu peux frapper un citron. Merci d'être là, Antoine Joubert. Plaisir. Évidemment, chroniqueur du fameux guide de l'auto. Là, écoute, Trump occupe encore la scène internationale aujourd'hui. La Cour suprême vient de lui dire qu'il avait outrepassé ses droits comme président en imposant des tarifs douaniers. Donc là, ils viennent dire, OK, je peux pas, parfait, je vais signer un décret puis je vais imposer un droit de douane mondial de 10 % en plus du reste. Pour l'industrie automobile, beaucoup de gens nous ont dit, ça changera pas grand-chose à court terme pour la plupart des biens et services parce qu'il y en a qui sont protégés. 90 % de nos biens sont protégés, c'est-à-dire par la CEUM. Puis pour l'acier, l'aluminium, le bois, ça ne change rien. Les tarifs demeurent. Donc, pour l'automobile, qui est beaucoup faite d'aluminium et d'acier, entre autres, qu'est-ce que ça change d'après toi? En fait, moi, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Trump et depuis ses décisions, je pense qu'il y a eu une conscientisation mondiale de la part de l'industrie automobile. Et là, évidemment, je parle de l'industrie automobile, mais ça doit s'appliquer dans d'autres secteurs. Je parle du domaine que je connais. Les constructeurs automobiles jouent leur carte deux coups d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont appris de leurs erreurs et ils étaient toujours à la limite de ce qu'ils pouvaient faire et au moindre changement de direction politique, ils étaient pris au piège. Autant, par exemple, de la part des gouvernements qui ont pris des décisions diamétralement opposées du jour au lendemain concernant l'électrification du parc automobile ou les changements de direction environnementale que de la taxation ou l'arrivée de ces fameux tarifs. Alors, ce que les constructeurs automobiles font, c'est prévoir le coût dans la mesure du possible. Ils vont essayer de développer différentes stratégies pour que si jamais arrive une tuile d'un côté ou de l'autre, ils soient capables de se tourner de bord et d'aller chercher une alternative plus facilement. Qu'est-ce que fait le Canada actuellement? Ils vont aller chercher des solutions autres pour ne pas être pris au piège. Il y a des constructeurs automobiles qui sont en très mauvaise position en ce moment. Je pense, par exemple, à Nissan, qui n'a pas d'usine chez nous au Canada, qui fabrique beaucoup de véhicules aux États-Unis et qui sont pris avec le fait qu'il y a beaucoup de leurs véhicules qui ne peuvent plus être vendus ici, ou s'ils le sont, ils sont vendus à des prix qui sont tout simplement plus compétitifs. Tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là. Non. Alors, les constructeurs vont aller s'abreuver ailleurs. Kia Canada, par exemple, a une stratégie de commercialisation complètement différente de celle des Américains. Alors, on va aller faire fabriquer des véhicules en Corée de plus en plus en laissant tomber les États-Unis. On va faire des partenariats avec le Mexique. On diversifie. On diversifie. Subaru, c'est le plus bel exemple. Les Subaru que vous achetez aux États-Unis sont à peu près toutes faites aux États-Unis. Les Subaru que vous achetez au Canada sont à peu près toutes faites au Japon. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a complètement changé notre stratégie et on va aussi développer des plateformes automobiles qui vont être capables de s'adapter à des décisions gouvernementales. Là, on sort du cadre des tarifs de Trump, là, mais une plateforme multi-technologie, ça permet de s'adapter à une décision gouvernementale. C'est quoi une plateforme multitechnologie, par exemple? C'est une plateforme sur laquelle tu peux greffer de l'électrique, de l'hybride rechargeable, de l'hydrogène, de l'essence, de l'hybride traditionnel, du diesel. Autrement dit, le même véhicule... T'as la base? T'as la base, puis tu peux adapter n'importe quoi là-dessus et après ça, mettre la carrosserie que tu voudras. La coquille que tu veux. Bon, Stellantis... C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus, depuis plusieurs années d'ailleurs. Ah oui, mais je te dirais que, notamment du côté de chez BMW et de chez Stellantis, on a des plateformes
qui sont, à mon avis, géniales pour ça. Après ça, la mise en application, c'est une autre histoire. Mais tu sais, la fameuse Charger électrique qu'on fabrique chez nous au Canada, ben, c'est une auto qui peut recevoir un moteur à essence traditionnel aussi. On pourrait lui greffer un V8, on pourrait lui greffer de l'hybride rechargeable, de l'hybride traditionnel, mais c'est aussi une auto 100% électrique. On va utiliser cette plateforme-là chez Stellantis pour un paquet de modèles, ce qui veut probablement dire, et là, évidemment, j'extrapole, que la prochaine minivan Chrysler, là, qu'on vend chez nous au Canada en quantité industrielle depuis 1983, ben, elle pourrait être à essence traditionnelle ou 100% électrique. Le gouvernement décide que l'essence, c'est fini. Parfait, on va vous vendre de l'électrique. Le gouvernement recule sur l'électrique. Parfait, on va vous vendre de l'essence. On peut s'ajuster comme ça. Mais c'est la même chose concernant les décisions tarifaires et les échanges entre les pays. On va aller chercher différentes stratégies pour que si arrive une situation, on soit capable de s'ajuster et de continuer à faire du commerce sans se retrouver pris à la gorge. Oui, mais je t'écoute, c'est pas reposant. Là. Non, c'est un cauchemar. Essence, électrique, on regarde, je vais te donner l'exemple. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, d'accord, c'est bien beau de dire que les tarifs douaniers sont illégaux. En attendant, là, ils viennent rajouter 10 %. Demain, ça va être combien? Fait que là, tous les jours, on est comme entre deux chaises. Fait qu'il y a bien des entrepreneurs qui disent, dis-moi juste combien que c'est, puis barre ça pendant une couple d'années, qu'on arrête de jouer au fou. Là. Le plus bel exemple, c'est Polestar. Alors, Polestar est arrivé ici avec la Polestar 2, voiture fabriquée en Chine, 100% électrique. 100% de tarifs sur les voitures électriques au Canada. On a étiré ça au maximum jusqu'à ce qu'on soit plus capable d'en amener. Et là, la stratégie, ça a été de dire, pour le Polestar 3, parfait, on va le fabriquer aux États-Unis, on va avoir l'esprit tranquille. Et là, bang, arrivent les tarifs sur les véhicules fabriqués aux États-Unis. Donc là, 25% de plus pour ce Polestar-là. Le véhicule est plus compétitif au Canada. On a beaucoup plus de facilité à le vendre ici. On continue de le faire parce qu'on n'a pas d'autre chose dans le catalogue, mais c'est plus payant de le faire. Et là, on a un troisième produit. Celui-là est fabriqué en Corée. Mais imagines-tu le bordel de gestion que ça représente? Un constructeur automobile comme Polestar qui a 3 produits dans son catalogue voudrait vendre les 3 produits chez nous. Il y en a un seul qui est capable de vendre et d'aller chercher un peu de profitabilité dedans. L'autre, interdiction de vente, parce que 100% de tarif, t'oublies ça. Là. Puis l'autre, tu as 25% de tarif, c'est un véhicule qui coûte déjà 100 000 $. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Fait que tu sais, on vient complètement bousiller les stratégies, puis c'est pour ça que je te dis, on va constamment s'ajuster. Et une nouvelle de plus aujourd'hui, on n'en est pas surpris. Je pense que, en fait, s'il y a des constructeurs qui sont encore étonnés de ça, puis qui se retrouvent en eau trouble aujourd'hui en raison d'un 10 % que Trump décide de garrocher dans les airs aujourd'hui, puis demain, ça sera autre chose, ben c'est parce que là, on n'a rien compris. Honnêtement, à ce stade-ci, c'est que les stratégies n'ont pas été prises adéquatement. Parce que tous les stratèges les plus géniaux qui sont à travers les différents conglomérats automobiles à travers le monde s'entendent pour dire que ça prend différentes portes de sortie pour composer avec les situations politiques mondiales qui existent en ce moment. Et surtout, en ce qui concerne les tarifs douaniers de Trump, les experts le disaient, c'est illégal. Ils sont illégaux. Il y a pas de... Oui, mais en attendant... il les a appliqués pareil, puis ça a pris quand même au moins 1 an avant qu'on sache que la Cour suprême, effectivement, donnait raison à tous ces experts-là. Ouais. Et là, Antoine, je veux t'amener un peu ailleurs. Là. Les gens peuvent te poser des questions directement. 1-877-827-2346. C'est Martin de Montréal qui dit, pouvez-vous demander à Antoine s'il est venu, en fait, avec la Fiat 500 électrique, ton histoire, la fameuse chose de... C'est notre prochain sujet. Ça s'en vient exactement. 125 $ par mois. Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là, pour la Fiat 500 électrique? Explique-nous, pour ceux qui ont tout manqué ça ou qui t'ont pas lu. Oui. Moi-même, j'y croyais pas. OK, je raconte l'histoire rapidement. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, je vais m'en acheter une. Je voulais t'appeler pour te le demander. J'étais en train d'écouter le Super Bowl. OK? Je suis dans un resto-bar, je suis en train d'écouter le Super Bowl, je regarde les écrans géants, puis accessoirement, je scroll sur Facebook en même temps. Puis là, je commence à voir un paquet de pubs de concessionnaires. Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, non. Qu'est-ce que c'est ça? 29... Qui écoutait la télé en même temps que toi, visiblement? Peut-être, là, mais tu sais, 29 $, 25 $, 50 $. Attends, c'est quoi ces chiffres-là? Fait que je texte un ami qui travaille pour un concessionnaire Stellantis. J'ai dit, c'est-tu vraiment ça le prix? Puis là, au moment où j'y envoie le message, j'allume. Je fais,
On a mis une promotion en cours pour le mois de février, histoire de liquider les stocks parce qu'on était pris avec. Et là arrive cette nouvelle subvention de 5 000 qu'on peut appliquer sur la portion locative de la voiture. Ce qui veut dire... C'est-à-dire locative. Bon, alors ça, il faut expliquer. C'est que le 5 000 quand tu loues une voiture, tu l'appliques sur la partie du montant que tu loues, et non pas sur le prix total. Alors, si tu achètes une voiture à... Bon, disons que... Faut faire un chiffron, disons que la voiture est 30 000 bien, si tu l'achètes, ton 5 000 vient s'appliquer sur l'achat de 30 000 Mais si tu loues la voiture et que tu es responsable que de la moitié de la valeur de l'auto sur ton terme de location, bien, ton 5 000 va venir s'appliquer sur le 15 000, non pas sur le 30 000. Alors, en pourcentage, ça te fait un rabais beaucoup plus gros que si tu as acheté la voiture. Mais dans le cas de la Fiat 500, il y a 2 trucs. Déjà, on avait mis des rabais qui étaient gigantesques. Ça portait la facture de l'auto juste sous les 30 000 Et là, tu venais appliquer un autre 5 000 là-dessus qui portait la facture juste en bas de 25 000 Pire encore, si tu louais la voiture, Fiat te donnait un autre 1500 $ de rabais et avait artificiellement gonflé la valeur de rachat ou la valeur résiduelle de l'auto à environ 17 000 $. Ce qui veut dire qu'entre 17 et 24 000 $ tu as grosso modo 7 000 à payer sur 4 ans. Incroyable! On s'arrête ici, on vient tout de suite après avec Antoine Joubert et vos questions.